Bonjour à tous. Ça va? Ouais, je peux. Je vais étouffer sinon, donc... Dans quel état vous êtes, là, tout de suite? Au top? Pas trop vous tenez le coup? Ok. Donc, je vais vous parler d'un sujet sur les décisions difficiles, et je vais vous proposer de trouver des moyens de les hacker grâce à des équipes agiles. Alors, qui je suis? Bon, j'ai un super profil LinkedIn, donc ça, je ne vais pas trop détailler. Mais simplement, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que j'ai mis coach organique. Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que je suis coach agile, hein, comme tout le monde, enfin, comme plein de gens dans la salle. Et je me suis dit, coach agile, c'est une belle injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'un coach, il s'occupe de son client. Et un agile, il s'occupe de l'agile. Donc, comment je fais, etc. Et j'adore l'agile quand même, comment je... Donc aujourd'hui, j'en suis arrivée à coach organique parce qu'en fait, j'aide mes clients à prendre des décisions. J'aide mes clients à avancer dans le fait de s'accomplir. Finalement, est-ce que c'est l'agile ou pas? J'en sais rien, mais c'est ça qui est important pour moi. Alors du coup, ça me fait mal un peu d'enlever le mot agile. Il va peut-être revenir assez vite. Mais j'ai décidé aujourd'hui, alors peut-être demain ça changera, de partir sur l'organique, c'est-à-dire finalement d'associer les process, les os, les muscles, le mouvement, la respiration, l'ensemble de ce qu'est un organisme pour que la transfo fonctionne, pour que la transfo avance. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'était mon délire d'hier soir, donc je vous le partage. Simplement, donc, les décisions difficiles, c'est quelque chose que je fais faire tous les jours à mes clients. Donc c'est plutôt au travers de l'expérience que j'ai envie de vous partager quelque chose maintenant. Maintenant, j'ai aussi fait des recherches pour aller plus loin, pour essayer de rendre intelligible pour mes clients, pour rendre intelligible pour vous, en fait, mes réflexions, mes pratiques sur la prise de décision. Voilà, ça vous présente l'ensemble. On va rester 35 minutes, 40. Je vais essayer de tenir le timing ensemble. Vous allez tenir le coup? Ok. Je respecte parce qu'entre le soleil, toute l'énergie dans les ateliers, etc. Alors, il y a la conférence de ce matin qui m'a un peu aidée. Alors, vous ne voyez pas grand-chose là. Alors, est-ce que... En faisant ça, c'est mieux. Oui. Je prends la décision d'avancer. Donc, tout simplement, je pars un peu de mes explorations, de mes recherches, et je vais atterrir sur un exemple d'accompagnement d'un comité de direction en pratique, pour vous montrer comment, en fait, le fait de mettre en place une équipe agile, ça a permis de prendre des meilleures décisions. Donc c'est tout simple, mais en réalité, c'est très puissant. Donc j'étais étonnée moi-même. Du coup, j'étais, je vais chercher. On fait un petit détour sur 3 personnes que tout le monde connaît, enfin ou presque, dans la salle. Donc la personne de gauche, c'est Barack Obama. Je pense que c'est pas besoin de le présenter. C'est l'ancien président des États-Unis. La personne d'en bas, c'est Beth Harmon. C'est l'héroïne du jeu de la dame, que certains ont vu, peut-être. En tout cas, c'est une championne d'échecs, pour la faire courte. Et comment? J'avais pas pensé à ça, tiens. Alors, pour prendre des bonnes décisions, je ne suis pas certaine que les HP soient si bien calibrés que ça, mais on en reparlera. Certains ont reconnu pourquoi je parlais de ça. Donc, troisième point, c'est Chelsea Sutherland. J'ai réussi à dire son nom, c'était mon challenge du jour. C'est-à-dire celui qui a dû prendre la décision de faire atterrir le 15 janvier 2009 un avion sur le fleuve Hudson. Donc vous avez compris ce que ces 3-là ont en commun, c'est d'avoir dû prendre en fait des décisions majeures dans leur vie et des décisions avec un impact terrible ou pas terrible, justement. À savoir, est-ce que je vais gagner au jeu d'échecs? Est-ce que je vais déclencher une guerre? Ou est-ce que je vais tuer les 175 passagers qui sont dans mon avion? C'était ça la question. Donc on parle de décisions de ce niveau-là. Alors je vais creuser un peu plus pour ceux que ça intéresse, parce que je crois que vous prenez aussi des décisions. Enfin, je veux dire, il y en a tous les jours. C'est est-ce que je mange ce chocolat ou ce bonbon? Mais là, remarque, ça peut être dur comme décision. Ou alors, ça peut être quelque chose d'un peu plus fondamental comme décision. Est-ce que je change de job? Est-ce que je mets en place cette agilité avec cette équipe-là? Comment j'aborde la transfo? Ou des choses encore pires, est-ce que je traverse la route à ce moment-là? Et voilà.
la première des choses sur ces définitions, je sais qu'il y en a qui en peuvent plus, mais la première des choses, c'est justement, voilà, l'intensité du stress. Alors c'est bien parce que ce matin, on a une super conférence sur le cerveau, et du coup, je n'ai pas besoin de revenir dessus, mais tout simplement, vous savez que quand on est en mode stress, on est un peu en mode automatique, puisque vous l'avez vu ce matin pour ceux qui étaient là. Ce mode automatique fait que vous n'allez pas forcément prendre des décisions les plus logiques possibles. Vous allez piloter automatiquement, c'est-à-dire fuir, attaquer ou bloquer, c'est ce qu'on dit. En tout cas, répondre automatiquement sans réfléchir. Alors, repensons à une décision un peu banale, mais qui peut être stressante. Vous arrivez à la machine à café, il y a un collègue qui vous fait une remarque horrible, et après coup, vous y repensez, et vous vous dites, ok, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu lui répondre ça, j'aurais pu avoir le... Mais en fait, sur le coup, ce n'est pas ce que vous avez fait, vous avez réagi automatiquement. De la même manière, quand vous conduisez, par exemple, si vous prenez une route un peu trop vite et qu'arrive quelqu'un en face, vous avez une réaction qui sera automatique. Donc les décisions difficiles ont ça en particulier, qu'elles sont stressantes. Et donc, elles vont avec elles, forcément, vous réduire vos capacités de décision juste au moment où vous en avez le plus besoin. Ce n'est pas très pratique. Donc c'est ce que dit Barack Obama. Il dit, en gros, moi, quand on m'arrive une décision sur mon bureau, ça ne va pas être celle pour tout le monde, en fait. Ça va être celle où il y a une charge de stress supérieure. Ça va être celle où il y a une complexité qui est supérieure. Donc c'est de ces décisions-là que j'ai envie qu'on discute aujourd'hui. Il y a un autre point que j'ai découvert en creusant aussi, mais aussi par ma propre expérience, c'est qu'on a de plus en plus de décisions à prendre. Vous le savez sans doute. Mais avant, on avait un shampoing ou deux dans les supermarchés. Maintenant, on en a 175. On a pas un yaourt, mais 2 allées entières, en tout cas, dans le supermarché chez moi. Et entre autres, on a beaucoup plus d'options pour le job. On a beaucoup plus d'options peut-être pour le mariage. On a beaucoup plus d'options que dans le temps. Et malheureusement, ça a un impact collatéral. Cet impact collatéral, c'est qu'on est embarrassé par le choix, voire paralysé par les choix. Alors ça marche du côté de la demande, c'est-à-dire quand on doit choisir soi-même, mais aussi du côté de l'offre. Si par exemple vous avez une offre sur un marché, vous êtes très, vous avez beaucoup de concurrence, beaucoup plus que dans le temps. Alors un exemple très très simple, vous êtes artiste, vous avez envie de commencer à chanter, vous mettez YouTube, vous écoutez 4 chansons, puis après vous vous dites, ok, je vais faire autre chose. L'informatique peut-être. Voilà. Mais simplement, l'embarras du choix va jusqu'à la paralysie. Donc, on a des décisions à faire. Elles sont plus fréquentes et on a en plus beaucoup plus de choix qu'avant. Et c'est quelque chose de particulier à notre époque. Le troisième point sur la décision, c'est que malheureusement, on ne peut pas forcément comparer deux décisions. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ma décision, c'était la bonne? Enfin, je veux dire, soyons clairs. Et du coup, il y a quand même quelque chose de gênant sur les comparaisons de deux décisions. Je vous explique. Par exemple, vous recrutez 2 candidats et il y en a un qui ne fait pas l'affaire, celui que vous avez recruté. D'accord? Vous pouvez vous dire, effectivement, j'aurais dû prendre l'autre. Mais si on regarde dans le détail, ah oui, quelquefois c'est vrai, hein, d'accord? Mais il y a quand même pas mal de fois où en fait, de toute façon, le problème, ce n'était pas le candidat, mais le poste. Et du coup, vous auriez pu changer de candidat. Et c'est difficile de refaire l'histoire. On ne peut pas revenir en arrière et dire si je prends le candidat, est-ce que ça va bien se passer? Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut considérer l'entièreté du système, ça c'est une chose, mais aussi se dire que finalement, il y a peu de comparaisons possibles parfois entre deux décisions. Je ne sais jamais en fait ce qui serait passé si j'avais pris l'autre option. Pour faire super simple, il y a un autre critère pour décider si une décision est bonne ou pas, c'est l'engagement. C'est-à-dire le mien, est-ce que je me suis engagée dans cette décision? Ou est-ce que je l'ai fait, mais avec le bout de mon orteil? Et l'engagement des équipes. Est-ce que cette décision a embarqué les équipes? Donc, ce n'est pas juste, du coup, le QI, c'est justement l'engagement des personnes avec qui je vais prendre ces décisions. Enfin, en agilité, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est est-ce que ma décision est réversible ou non? Alors, en agile, c'est génial. On essaye de créer la notion de réversibilité en créant des itérations, en créant des maquettes, en créant des moyens de tester la décision avant qu'elle ait lieu. Mais les décisions vraiment difficiles, c'est celles où c'est 1 ou 0, en gros. Donc, vous avez décidé, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord? Et alors, je n'ai pas abordé beaucoup dans ma présentation parce que je ne voulais pas faire trop long pour vous, mais la notion de risque, donc je la fais en très rapide.
Mais on a beaucoup de data, de plus en plus de données sur les décisions. Enfin, pour prendre une décision, on a de plus en plus de données. Et en fait, le problème de ces données, c'est qu'elles sont fondées pour la plupart sur ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, la gestion de risque, c'est le calcul en fait, de l'impact d'une décision par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Une voiture autonome, si elle rencontre un gamin qui traverse une route, de façon inopinée, c'est un événement inédit. Elle n'est pas capable de faire la prospective sur « Ok, comment je vais faire? Est-ce que je dois m'arrêter ?» Et elle bug. Et donc, ces décisions, alors sauf si on finit par l'encoder dans sa façon de penser, mais les décisions inédites sont de plus en plus nombreuses. Souvenez-vous que l'origine de l'agilité, c'est quand même VUCA, donc l'incertitude. Aujourd'hui, on ne parle plus de gestion de risque, mais de gestion d'incertitude. Alors si ça vous intéresse de creuser intellectuellement, il y a beaucoup à faire là-dessus. On ne peut plus parler de gestion de risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de l'agile. Hein, mais je n'ai pas développé ce côté-là. Ok, tout le monde est toujours là? Ça va, ouais. Petit quiz pour vous réveiller. On est tous plus ou moins venus en voiture, certains en bus. Il y en a, je suis sûre qu'ils sont venus en voiture. Peut-être à plusieurs. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pensez que vous êtes un bon conducteur? Alors, petit A, dans le top car, qui est petit A? Vous pouvez assumer, hein, voilà. Alors, il y a l'effet de groupe, hein, mais... Yes, meilleur que la moyenne. Yay! Là, tout de suite, il y en a un peu plus. Un peu en dessous de la moyenne. Ok, forcément, on a des agilistes, alors ils sont bons. Dans les pires conducteurs? Yes, il y a des réalistes, j'adore, ouais. Bon. Alors, nous, on est un public exceptionnel, mais sachez quand même que 90% des gens pensent qu'ils sont au-dessus de la moyenne, alors que faites les maths, hein, c'est pas possible. Mais on continue comme ça, c'est un peu marrant. Les profs aussi pensent, 90% pensent qu'ils sont mieux que les autres profs. Pareil, faites les maths, hein. On continue, les entrepreneurs pensent absolument que leur entreprise ne va pas s'effondrer. D'accord? Quand ils commencent, ils se disent « Non, mais moi, je ne suis pas comme tous les 50% d'autres qui se sont foirés, moi, ça va marcher, moi, je suis exceptionnel. » Alors, le plus marrant de tous, c'est le mariage. C'est-à-dire que 100% des gens qui se marient pensent que ça va durer pour la vie. Et le plus drôle, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, même quand ils ont déjà divorcé, donc, ils ont eu l'expérience, ça n'a pas suffi à leur expliquer qu'en fait... Non, mais c'est marrant. Moi-même, d'ailleurs, je pense que c'est pour la vie. Et ça s'appelle le biais de la confirmation et le biais de la surconfiance. Et donc, excusez-moi, j'ai fourché. Donc, simplement, c'est un des premiers éléments qui fait que la décision est compliquée, c'est qu'on a des biais. Alors, je pense que vous commencez à connaître ce sujet-là. Mais le biais de la surconfiance, c'est un des multiples biais qui peuvent faire que on va mal décider. Je vous souvenez de l'histoire de la gestion du risque. On pense que ça va se passer comme ça s'est toujours passé, et du coup, mais là je dévie. Donc simplement sur ces biais-là, oui c'est ça. J'avais un prof de maths qui me disait que c'était pas la peine de jouer, c'était un impôt déguisé, mais voilà. Bon, lui il était peut-être à l'inverse. Donc simplement, des biais, il y en a quand même quelques-uns. Là, je vous en ai représenté 23, je vous avoue, en anglais. Il y en a 30 autres dans le slide, qui, si vous cliquez là, avec une petite référence à Starship Trooper que certains pourraient connaître. Et donc, comment on fait avec tout ça? En fait, c'est compliqué. Alors, premier réflexe, je dirais naturel, c'est de se dire, OK, j'ai plein de biais, super. Je dois prendre des décisions difficiles, je vais faire un gros travail sur moi et c'est ça qui va faire que je vais pouvoir prendre de meilleures décisions. Alors arrêtez tout de suite, ça ne marche pas. Statistiquement, ça a été vérifié. En fait, vous pouvez faire un très très gros travail, faire de la méditation, aller faire une thérapie, niente. Vous aurez toujours vos biais, en fait. Et c'est ça qui est super important dans l'histoire des biais. Je ris parce que c'est c'est fou quand même. Donc, les biais, vous les gardez, en fait, et vous ne pouvez pas les effacer tout seul. D'accord? Deuxième tentation, ce serait finalement de se dire,
ok, du coup, comment je fais, quoi? Alors, première, c'est de se dire, ah, c'est ça, excusez-moi, j'ai un petit blog, voilà, c'est le biais de la confirmation, justement. Donc, deuxième point, c'est que, d'autant que, quand vous êtes dans une décision difficile, vous êtes super stressé. Donc même si vous avez fait un super travail, que vous êtes détendu, que vous avez appris à vous connaître, etc., le moment où vous allez prendre cette super décision, en fait, ce qui va se passer, c'est que les biais vont vous revenir à la gueule assez vite, et vous allez les reprendre sans avoir eu le temps même de réfléchir. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et le troisième point sur les biais que j'ai découvert, qui est un peu ennuyeux, mais là, c'est presque le fou rire qu'il faudrait, c'est qu'en fait, le problème, c'est que même si vous avez travaillé sur certains d'entre eux, ils arrivent en groupe. C'est-à-dire, vous ne souffrez pas que du biais de la surconfiance, vous souffrez peut-être de la surconfiance, de la confirmation et d'un autre encore que vous ne soupçonnez pas. Et la dernière chose, en fait, c'est que même si vous savez maintenant que peut-être vous n'êtes pas un aussi beau conducteur que vous croyez, vous allez reprendre la voiture avec exactement la même façon de faire qu'avant qu'on ait eu cette conférence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous connaissez tous les biais par cœur que vous allez pouvoir être meilleur dans la gestion de vos biais. On est mal barré, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour prendre une décision, ça va être compliqué. Donc du coup, première piste concrète pour en sortir, parce que, enfin, concret quoi, à un moment donné, c'est ok, mais d'accord. La première chose à faire, si vous avez une décision difficile à prendre, c'est d'aller voir quelqu'un qui est très opposé à vous. Par exemple, si je veux lancer à mon client une nouvelle façon d'aborder l'agilité super ambitieuse, je vais aller voir un collègue qui est on ne peut plus prudent, rigoureux et strict, et je vais lui demander son avis. Je ne vais pas aller voir mon super pote qui est exactement comme moi. Je vais peut-être même aller voir quelqu'un que j'aime pas, en fait. Et en allant voir cette personne, j'aurai peut-être au moins un avis qui soit exactement différent du mien et au moins un regard différent. Donc ça s'appelle aller voir l'avocat de l'ange. Je le fais, hein. C'est pas juste je vous propose de le faire, c'est quelque chose que je fais très régulièrement chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision difficile. Et je le conseille à mes clients et ils le font aussi. Alors il faut entendre la réponse, ça aussi c'est... Parce que vous n'avez pas toujours envie en fait. Hein. Ma super idée, non c'est nul, ok. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'oserais, oui. Alors, oui, ça peut vous casser le moral, effectivement, mais c'est une proposition aussi de filtrer. C'est-à-dire que peut-être vous allez entendre aussi l'émotion, essayer de la digérer. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je parlais avec un coach agile qui était déprimé de l'agilité. Et je lui ai demandé son avis sur l'agilité. C'est vrai que je suis sortie de l'échange un peu KO, quoi. Et puis le lendemain, voilà, on fait le tri dans les informations et il en ressort quelque chose. Donc moi, si vous vous sentez capable d'entendre finalement cette vraie différence, si en fait, justement, allez voir le casse-pied ou allez voir la personne qui est à l'extrême opposé de vous, mais par contre, charge à vous de filtrer derrière. Parce que si on n'est que entre nous, avec des gens qui pensent comme nous, et c'est horrible, quoi. Et en termes de décision, on est d'accord que je repense à des décisions stratégiques d'entreprise, vous n'allez pas pouvoir avoir un vrai sentiment d'opposition. Et c'est à ça que sert l'équipe, en fait. Ok. Je ne sais pas ce que vous voyez. Non, ça ne descend pas. Ah, ça met tout de suite tout. D'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, point de vue pratique, je vais parler de plusieurs clients en même temps parce que c'est quand même assez touchy ce sujet. Donc, je vous ai dit que j'accompagnais en vrai des équipes de direction. Et en fait, on parle souvent des équipes agiles sur le terrain. Et ces équipes agiles sur le terrain, on travaille sur leur dynamisme d'équipe, sur leur performance d'équipe. Mais il y a un vrai sujet sur les équipes de direction qui ne sont pas souvent des équipes super performantes.
Du coup, ce qui se passe, c'est que le DG ou le CEO, ça dépend, va être tenté peut-être d'aller voir le terrain pour savoir ce qui se passe vraiment. Le DG, et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent, en fait. Je pourrais prendre un exemple, mais j'en ai plusieurs, en fait, à vous raconter de ce point de vue-là. Donc, je vais penser à un sur lequel je ne vais pas tout vous donner comme les détails, mais où justement la question c'était un virage stratégique de l'entreprise et où justement l'équipe de direction n'était pas forcément une super équipe. Alors c'est hyper important de savoir que dans ces conditions-là, on a un vrai problème. Si vous prenez un virage stratégique, vous avez autant besoin de savoir ce qui se passe en finance que ce qui se passe dans les ressources humaines, que dans ce qui se passe dans le business, que dans l'IT. Et s'il vous manque une de ces briques, vous créez les conditions d'un échec majeur, en fait. Donc l'équipe, le démarrage de cette équipe-là est la clé absolue pour l'enclenchement de la transfo. Alors dans ce cas précis, déjà parce que leur chef ne leur fait pas confiance, c'est-à-dire qu'il va chercher ailleurs les éléments pour décider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des one-to-one et des alliances qui se font entre des membres de l'équipe. En fait, si vous voulez, si je dessine le truc, au lieu d'avoir des flèches qui vont dans l'équipe, il y a des flèches qui vont dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, mais pas entre les équipes. Et le troisième point, c'est la rapidité de décision. C'est-à-dire quand le DG il demande un truc, il faut que ça remonte aussi vite que c'est demandé. Et s'il y a un lag trop long, il va trouver une autre solution, ça ne marche pas. Donc c'est à ce niveau-là. Après, évidemment, il y a des niveaux d'ambiance, des choses comme ça, mais d'abord, c'est des choses factuelles, en fait. Parce que c'est subjectif, l'ambiance. Un des points que j'ai vraiment très fort aussi, je fais un peu une aparté, c'est que je trouve que le team building, c'est vachement bien, mais les gens, s'ils n'ont pas d'objectif ou s'ils n'ont pas de vision, vous faites tous les team building que vous voulez, une vraie équipe, ça se construit d'abord par une direction. À l'inverse, si vous donnez une direction à une équipe, elle va se construire et les choses vont se résoudre progressivement. Et là, vous pouvez les accompagner. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas, en fait. Alors, tout simplement, j'ai commencé par leur donner des sujets transverses. Puisque la stratégie est un sujet transverse, on a fait une étude d'impact. En quoi, toi, ça te concerne ce changement ? En quoi, toi, ça te concerne aussi ce changement ? Donc, on l'a travaillé ensemble. C'est-à-dire, j'ai pris 2 heures et je leur ai dit, OK, comment est-ce qu'on travaille que la stratégie, c'est quelque chose qui vous concerne tous ? Deuxième étape, du coup, backlog. OK, on a créé, du coup, une backlog où chacun a des choses à faire et c'est une équipe. Donc, voilà. Ensuite, daily. Enfin, alors, pour une équipe de direction, c'était plutôt 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Au début, 1 fois par semaine. Alors là où j'ai vu que l'équipe a progressé, c'est qu'ils sont passés d'1 fois par semaine à tous les jours. Donc ça aussi, c'était un indicateur fort. Et la rapidité qui m'a vraiment étonnée. Mais donc ensuite, d'abord la rétro, ensuite la backlog, et après, donc des règles de jeu. Se sentir en sécurité. Je vais refaire le tour du cercle après, mais se sentir en sécurité, c'est-à-dire justement des règles de fonctionnement de l'équipe. C'est tout bête, mais c'est de se dire, OK, on ne va pas voir le DG sans forcément que l'info circule dans l'équipe. Toi, tu as tes super copains avec lui, tu ne vas pas aller discuter avec lui. Je vous dis pas, des fois, il y a des coucheries et tout. Enfin, bon. Tu vas discuter avec lui tout seul et ensuite, tu ne refiles pas les infos aux autres. Donc ça, c'est une règle de l'équipe. Si vous avez une info particulière du DG, vous la transmettez aux autres. Et on se bat jusqu'à ce que ce soit implémenté. C'est-à-dire, l'équipe a le droit de faire autant de rétro que possible jusqu'à ce que ça marche. Donc, ensuite, la vision. C'est-à-dire, ce qui manquait aussi, c'est cette vision partagée. Pourquoi on est une équipe et à quoi ça sert? Et donc, on revient sur l'histoire de la stratégie. OK ? Cette équipe, du coup, était plutôt mal barrée. Alors, on a travaillé aussi sur les valeurs. C'est un truc auquel je n'ai pas pensé de vous dire, mais il y a un modèle, je ne sais pas si vous connaissez Barrett. Ça permet de déterminer en fait les valeurs personnelles, qu'est-ce qui est important pour vous et à quel niveau ça se situe. Dans l'accompagnement des équipes, c'est très intéressant parce que s'ils sont trop centrés sur eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ne sont pas en sécurité. D'accord ? Et alors, on peut faire l'hypothèse, vous mettez un peu des nuances de gris, mais on peut faire l'hypothèse qu'ils ne se sentent pas en sécurité sur l'équipe. Alors, c'est rigolo, j'ai une équipe dont le point commun, c'était l'humour. Donc, c'était chouette, comme ça change un peu de... Voilà. Mais vous voyez aussi qui est mal positionné dans l'équipe, qui se sent prêt à être éjecté, en fait, pour dire les choses clairement, et du coup, qui ne va forcément pas s'ouvrir sur les autres.
par peur de partir, en fait. Et donc, je suis arrivée à quand même une conclusion que du coup, une fois que cette équipe, celle-là ou une autre, celle auquel je pense, devient une vraie équipe, en fait, on accélère le process de décision et surtout la direction, DG pour une fois, PDG pour une autre, s'appuie sur eux, peut s'appuyer sur eux en fait. Et du coup prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui prennent en compte l'ensemble des paramètres de l'entreprise. C'est-à-dire on n'a pas loupé les RH, on n'a pas loupé les finances, on s'est posé la question du budget. Il n'y a pas que l'IT au milieu. Enfin, si vous faites des transfos IT, je pense que vous avez un peu marre même de toujours l'IT au milieu. Donc, l'IT, c'est très bien, mais il faut vraiment être transverse, quoi. Quand on nomme des PO, il faut des fiches de poste. Voilà. Donc, simplement, du coup, j'ai noté sur ce cercle les éléments, en fait, qui ont permis à ce succès. Dans la décentralisation de son point de vue, en fait, c'est ce que je disais sur l'avocat de l'ange, c'est de permettre, alors le truc tout con dans l'équipe, c'est d'avoir un temps de parole qui soit égal pour tout le monde. Vous connaissez ces routines de réunion, c'est toujours les mêmes qui parlent au même moment, pour dire la même chose. On a l'impression que c'est un sketch qui se répète, en fait. Donc là, votre rôle, c'est vraiment de faire attention au temps de parole entre les gens. C'est concret, simple, facile à appliquer. Voilà. Donc après, vous pouvez faire aussi des codev. Vous avez vu en atelier tout à l'heure, des co-développements. C'est quelque chose qui permet en fait de partager les points de vue, surtout si vous avez des départements qui sont en opposition. Donc ensuite, la création de la sécurité. Vous avez vu quand j'ai parlé des valeurs, en fait, le problème, c'est que tu ne vas pas t'ouvrir si tu ne te sens pas en sécurité. Donc c'est quoi le cadre, c'est quoi les règles de fonctionnement, comment, et surtout en s'assurant qu'elles soient respectées. Parce que sinon, les chartes d'équipe que tout le monde fait « Ah, c'est super », puis on ne la regarde plus jamais, il faut que ce soit du concret, en fait. Du concret, de l'applicable. Comment on communique aussi. Quelles sont les règles de communication? Vous commencez à vous rendormir. Et donc, l'amélioration continue, hein, voilà, ça c'est évident, les rétros, etc., je ne vais pas revenir. La construction de la décision. Alors, pour revenir à l'histoire du recrutement, c'est d'avoir des critères de décision, mais de les partager, en fait. Ce n'est pas tant les critères que le partage. Par exemple, vous avez une équipe, alors je vais revenir sur autre chose, mais une équipe de développement qui a raté son sprint et qui doit faire une démo. Et puis, il y en a un qui dit « moi, je veux la faire », l'autre qui dit « je ne veux pas la faire ». Ok, donc ça, c'est une décision. On est dans l'urgence, la démo est demain. Si vous n'avez pas anticipé qu'il y a un process un peu de décision là-dessus, l'équipe va forcément s'engueuler. C'est assez fatal. Donc, c'est pas grave, ils s'engueulent, mais la fois d'après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, maintenant, on aimerait bien clarifier le process de décision. Si à tel moment, on décide qu'on ne fait pas la démo, tout le monde respecte. Dans le cas auquel je pense, il y a une personne qui a décidé tout seul de faire la démo. Vous imaginez le bazar derrière sur... voilà. Donc, voilà, c'est les éléments. Alors, j'ai mis prioriser par la valeur, mais après réflexion, c'est plutôt avoir de la vision qui est vraiment important. C'est la vision qui rassemble. Hein. Donc, j'étais sur des projets de transmo. J'ai cherché... c'est pas drôle. J'ai cherché dans tous les drives. J'ai passé des heures et des heures à lire tous les documents qui ont été produits pour chercher où était la vision. J'ai pas trouvé. Je ne dirais pas qui. Hein, mais je cherche encore. Mais vous savez que c'est un critère quand même un peu inquiétant. Donc, qu'est-ce que ces trois-là ont en commun? Alors, spoiler, attention, si vous n'avez pas vu le jeu de la dame, bouchez-vous les oreilles. Donc, simplement, qu'ils ont une équipe. Ces trois-là ont une très bonne équipe. Barack Obama est très connu, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, voilà, ça, c'est pas mon problème, mais il est très connu pour avoir une équipe très, très performante pour le soutenir. Quand on lit la vie de Sully, en fait, il a vérifié, et puis même dans le film, on le montre très très bien, il a vérifié chacune des décisions auprès de son copilote. Il n'a pas décidé tout seul, en fait. Il a demandé à quelqu'un, il a dit, ce fait-là, c'est bon, ce fait-là, c'est bon. Donc, ce n'est pas l'intuition, c'est le fait d'avoir pu s'appuyer sur une altérité. Son copilote n'est pas du tout comme lui. Troisième exemple, dans le jeu de la dame, nous avons deux... en fait, elle perdait, en fait. Alors, elle se perdait même dans l'alcool, etc. Et à un moment donné, elle a décidé, en fait, c'est eux qui lui ont proposé d'ailleurs, de s'entourer d'autres joueurs d'échecs qui n'étaient pas sur le terrain, donc pas dans le stress, et qui, en fait, lui donnaient des conseils. Donc, eux, ils ont perdu,
Et pourtant, le fait d'être ensemble, ça leur a permis de gagner. Donc ces trois-là, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir une super équipe, pas de prendre des super décisions peut-être, mais voilà. Alors je suis à la fin. Je sais que vous attendez tout doucement là, de pouvoir reprendre la voiture pour voir si vous conduisez toujours aussi bien. J'aimerais conclure quand même sur quelque chose d'assez important, même si j'ai insisté hyper lourdement sur l'équipe, sur le fait de s'entourer, le fait de demander quelque chose aux autres, et qu'on ne gère pas les billets tout seul parce qu'on n'en est pas capable. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas faire, donc je demande, voilà. Bah, tout simplement, c'est quand même la décision, elle est à vous, à la fin. Et ce que je vous propose, c'est qu'après avoir entendu, du coup, ça répond à ta question, avoir entendu tous ces avis, c'est de vous retirer, en fait, du cercle social, de vous retirer de la connexion, de vous retirer, de vous mettre seul avec vous-même. Et ce qui fait qu'une décision n'est pas juste bien, mais géniale ou extraordinaire, c'est qu'en fait, vous la vivez. C'est qu'à un moment donné, cette décision, l'autre option, en fait, on n'en a plus rien à faire. Elle n'existe plus. De toute façon, à quoi ça va vous servir d'y repenser? Mais par contre, vous lancez dans cette décision à 100%. Peu importe, mais dans tous les cas, vous apprendrez quelque chose. Dans tous les cas, vous l'aurez fait à 100%. Et c'est l'engagement dans la décision qui est important. Donc une fois que vous avez fait toutes vos... j'y vais pas, machin, vous y allez, vous vivez. Et c'est ça qui fera que c'est extraordinaire. Merci à vous. Ouais, voilà. Bien vu. Vous avez vu que j'ai mis des photos un peu de... On a le même Facebook. Je note, ouais, je veux bien. Il y en a souvent, hein, des cas où c'est pas long. Ouais. Alors, il y a la sociocratie hein, qui dit, en gros, qu'il y a deux types d'objections. Je rajoute une couche. Deux types d'objections, c'est simple. Hein. Vous êtes allergique au chocolat ou j'aime pas le chocolat. Allergique au chocolat, ok, là, c'est un problème. J'aime pas le chocolat, bon, ben, tant pis, on va gérer. Voilà. Et donc, c'est des niveaux d'objections que vous pouvez traiter. C'est-à-dire, ok, est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que, voilà, on peut gérer sans. J'aime bien le chocolat, vous avez compris. Hein. Ouais, je serais souhaite.
Ouais, elle est forte, hein. Alors le premier des biais, c'est de penser qu'on ne décide que rationnellement. Ça, c'est vraiment une connerie. Pardon, hein, mais autant mettre... alors, autant les études que l'expérience, on l'a vu ce matin en plus à la conférence, mais comment j'intègre l'émotionnel, c'est en créant la sécurité psychologique. C'est surtout comme ça. En termes d'expérience, après je pense à rien d'autre là tout de suite, mais on ne peut pas prendre une bonne décision si on n'est pas dans le bon état. Alors pour les décisions individuelles, vous m'encouragez, hein, donc j'y vais. Pour les décisions individuelles, c'est ce que je fais aussi personnellement, et je le conseille ou je le propose à mes clients de coaching, c'est de monter votre niveau d'énergie avant de décider. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quelquefois, si on ne peut pas décider, c'est qu'il est trop tôt. Trop tôt, ça veut dire que vous n'avez pas les arguments nécessaires ou la connaissance du sujet suffisante. Donc il faut il y a un timing à la décision, quoi. Voilà. Après, bien sûr, ça, vous avez toujours peur aussi des procrastinages. C'est l'histoire éternelle de la personne qui est avec un gars toxique et qui prend jamais la décision de le quitter. Donc ce que je vous propose, c'est prenez le temps, mais mettez une deadline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, dans 2 mois, j'aurais décidé quoi qu'il arrive. Alors, il y a plein de techniques un peu plus ou moins PNL, mais on s'envoie une lettre ou on met un truc sur son agenda. Et en fait, le cerveau processe la deadline. Il se dit, OK. Et tout seul, il assemble. Là, vous lui faites confiance, tu lui dis, tu travailles, débrouille-toi, tu vas me faire un truc. Et en fait, c'est assez magique à quel point, en fait, il va créer les conditions de la décision. Donc, c'est aussi un autre... Et ça marche. Donc moi, pragmatique, ça marche. Alors je ne vais pas vous l'expliquer complètement, mais ça marche. C'est ça. Il est urgent de ne rien faire, quoi. Vous avez plus d'énergie là, non? C'est l'attrait de la voiture. Ou du coup à boire après. Ah, on n'a pas le droit, oui. Ah non, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a de l'eau. Il y a ceux qui ont gagné. Vraiment, je fous le bazar. Ceux qui ont gagné, peut-être que... Non, non, non. Ouais, c'est clair. Oui, non, alors non. On décide que non. Bon, du coup... Merci à tous.